Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde à la maison qui nous écoute. On est choyé ce soir parce que on a la relève. Et puis on a 6 cuisiniers qui sont avec moi, cuisiniers et chefs, pour cette première conférence qui va être diffusée en direct et rediffusée par la suite, une conférence de la Tablée des chefs. Et on est vraiment chanceux parce qu'on est propulsé, gracieuseté de TELUS et Centre Innovation TELUS ce soir. Le but de l'exercice ce soir, on va jaser, c'est de montrer aux gens un peu comment on peut se mobiliser pour la cause. Okay? Puis on va passer la prochaine heure, non seulement à se jaser, mais à essayer de se concentrer sur une question très importante. Et la question est la suivante. Okay? Pourquoi c'est important de soutenir la mission de la Tablée des chefs, qui est de nourrir les personnes aux besoins et de développer l'éducation culinaire des jeunes, puis comment on pourrait se joindre au mouvement. Okay? Avant de laisser la parole à notre directeur général et fondateur, M. Jean-François Archambault, j'aimerais faire un petit tour de table et présenter nos chefs, si ça ne vous dérange pas. On va commencer avec papa en haut ici, Danny Saint-Pierre, que tout le monde connaît bien. Bonjour à tous. Jeune papa. Et puis, Danny, tout le monde le connaît parce que, bon, on l'a vu à la télévision, il a animé pendant 2 années la quotidienne. Comment ça s'appelait encore, Danny? Je sais pas. Ma mémoire à court terme est très mauvaise. Qu'est-ce qu'on a pour souper ce soir? Qu'est-ce qu'on mange pour souper? Danny a écrit un livre de cuisine. Danny a été derrière les fourneaux pendant plus de 20 ans, si je ne me trompe pas. Elle a fait un passage au Toqué, derrière les fagots à Laval. A été le copropriétaire de l'entreprise du restaurant Auguste jusqu'à 2015. Et il prépare un tout nouveau bébé, hein, la petite maison, c'est ça? Tout à fait. Qui va ouvrir. Pas mal ouverte, là. Ok, pas mal ouverte. 7 janvier, avenue du Parc. Excellent. Moi, j'ai bien hâte d'être invité. Je vois ça sur Facebook. On attend la récupération alimentaire. Donc, Danny aussi, généreusement. a aussi une formation de l'école hôtelière à Laval et de l'ITHQ. J'ai fait l'école de cirque aussi. Et l'école de cirque. Ok, ça promet cette heure-là. J'ai une spécialité en malaise aussi. Je suis vraiment... Finalement, j'ai Arnaud Elfenbein. Oui, Elfenbein. Ah, je suis pas payé ouais, ça. C'est Okay. pas pire. Ouais. C'est suisse. C'est suisse allemand. Ouais. Oui, on a ici un professeur qui enseigne au Collège La Salle en cuisine, un DEP, si je me DEP cuisine, c'est ça. Ouais. Formé en France. Formé en France. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Formé à brigade, n'est-ce pas? Assez strict, ouais. Absolument. 15 ans dans le métier. Ça fait 15 ans, j'ai fait 6 ans d'école hôtelière et puis à peu près 15 ans en tant que professionnel. Vraiment cool. Où, quand je suis arrivé, en fait, c'était au Canada, j'ai commencé ma vie active en Alberta, Oui. et là à Montréal depuis à peu près 6 ans. C'est cool, la France à l'Alberta, c'est presque pas un clash culturel. J'ai Yoann Duroy, ici président de la Société des chefs et bien entendu aussi chef directeur de la programmation des communications de la tournée. La tournée des chefs du Québec, oui, un circuit provincial qui met en avant les artisans des métiers de bouche. Tout à fait. On est chanceux, on a Jean-Benoît Courcoul du resto Le Cristal. Oui, le bistrot laurentien à la Coupole, Oui. à l'Hôtel Cristal. Absolument. Le former lui aussi en France. On a eu une belle discussion tout à l'heure, c'était vraiment intéressant. Et si je ne me trompe pas, tu as aussi enseigné à l'ITHQ. J'ai enseigné la gestion d'approvisionnement un peu à l'ITHQ. Excellent. Et j'ai enseigné aussi en France les métiers de la cuisine et de la salle. Super, merci. Et puis, on a aussi 2 demoiselles avec nous. On a Doria ici, qui est une chef impliquée au sein de la Tablée des chefs. Tu enseignes 2 et bientôt 3 brigades, si je ne me trompe pas. Bientôt 3 à partir de janvier, oui. Jeune chef, mais qui est aussi à sa propre entreprise. C'est un service traiteur qui s'appelle Doria. Doria Cuisine. Absolument. Puis ça fait 3 ans que j'ai démarré mon entreprise. Puis ça y va tranquillement. C'est vraiment fun, cool. C'est vraiment Absolument. excitant. Donc, tu es la relève. Oui, Exactement, c'est la relève, absolument. Et pour terminer, en arrière de moi, j'ai Mélissa. Comment ça va, Mélissa Clément? Ça va bien. Mélissa, toi, tu es une créative parce que tu es photographe, Ouais. tu es étudiant en art, tu es Ouais. étudiant à l'ITHQ, donc tu as plusieurs chapeaux, tu es une entrepreneur et bien entendu, tu es impliquée toi aussi au sein des Ouais. brigades, si je ne me trompe pas. Ça fait déjà 6 ans, mais les brigades ont 3 ans. C'est C'est déjà vrai. 6 ans pour la table. Très. Oui, j'ai vu passer des programmes qu'on a fait évoluer. Puis j'ai aussi un autre programme qui s'appelle CTMM, puis avec des clientèles plus particulières. Puis sinon, j'ai vu aussi ce qu'on s'est impliqué chez le Dr Julien. Il y a plein de belles facettes de la tablée que j'ai vu grandir avec le temps, avec la persévérance. C'est ce qu'on appelle un ambassadeur. Ouais. Et notre personne qui est vedette
Ton nom? Ben oui, c'est parce qu'il est en arrière de moi. Olivier Perret, chef du Renoir Sofitel, a travaillé presque 10 ans au sein de la famille Sofitel, a fait un passage à Washington. Oui, hein? Chicago, c'est ça? Chicago, c'est absolument. Travaillé à Montréal aussi dans un restaurant français. Écoute, on a des vedettes ici, on est vraiment chanceux. Et finalement, notre grande vedette, notre DG et fondateur de la tablée, Jean-François Archambault. Jean-François, tu es le premier ce soir parce que j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de la mission de la tablée des chefs. Ben d'abord, la vedette, c'est pas moi, c'est tout le monde qui est impliqué et qui maintenant nous suivent et embarquent dans l'aventure avec nous. Puis, tu sais, ça, c'est super important pour moi parce que je le disais dernièrement, tu sais, en 2005, quand j'ai décidé de faire le saut toute seule, de prendre cette décision-là, je l'ai pris avec Geneviève, ma conjointe. On n'avait pas d'enfant à l'époque et ça a été quand même quelque chose de marquant. Puis après ça, il y a un paquet de monde qui se sont joints, puis on en reparlera tantôt. Mais tu sais, la tablée des chefs, c'est le moteur d'implication sociale. Et quand on parle d'implication sociale, on parle d'implication sociale des chefs et des cuisiniers. Et ça se fait sous deux volets. D'abord, nourrir. À travers nourrir, on parle de récupération de surplus alimentaire. Donc, prendre cette nourriture-là qui a été préparée par les chefs, les cuisiniers, dans les cuisines, souvent à travers des longues heures de travail, de préparation, et qui se retrouvaient aux poubelles. Parce que soit qu'on a surévalué, les clients ont mal évalué les quantités, pour X raisons, la nourriture s'en allait se retrouver aux poubelles. Et c'est pas la faute des cuisiniers, parce que les cuisiniers, les food costs sont tous calculés, mais la nourriture est quand même produite, elle est là, et elle se retrouve à la poubelle. Donc l'idée, c'était de dire, bien, cette nourriture-là, on met un système en place, un programme de courtage, qui permet maintenant de jumeler des établissements hôteliers, des traiteurs, à des organismes d'aide alimentaire qui ont besoin de cette nourriture-là à tous les jours et de les jumeler ensemble puis de créer un calendrier de cueillette simple où l'organisme fait juste se déplacer vers l'établissement et donc avec ce volet-là, on nourrit près de un peu plus de 300 000 personnes. Et c'est en pleine croissance, donc, et on a besoin de plus en plus de chefs mobilisés dans ce volet-là parce qu'il y a des besoins en aide alimentaire qui se vivent maintenant au quotidien. L'autre volet, c'est le volet d'éduquer. Et pourquoi c'est là? Bien, le volet d'éduquer, il est extrêmement important parce que dans le premier volet, on vient adresser une problématique qui se vit présentement, c'est-à-dire la faim, l'aide alimentaire des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas de nourriture dans leur frigo ou ne mangeront pas maintenant. Et ça se vit à tous les jours. Les banques alimentaires nous le rappellent, il y a des pénuries de denrées, il y a des besoins au quotidien. Pour moi, c'est un pansement. Si on veut réellement s'attaquer à la source, il faut comprendre qu'à l'époque, qu'est-ce qui m'avait vraiment sensibilisé, c'était la perte de connaissances et de compétences culinaires dans les milieux défavorisés. Et qui détient le plus de connaissances et de compétences culinaires? C'est les cuisiniers et les chefs. Donc, pourquoi pas prendre les cuisiniers et les chefs et adresser cette problématique-là une chose aussi que je me suis aperçu avec le temps, c'est que les chefs sont passionnés. Donc, passionnés par la bouffe, passionnés par la cuisine, passionnés par les aliments. Et donc, pourquoi pas amener ces chefs et ces cuisiniers-là pour partager cette passion-là avec des adolescents qui vont être responsables de se préparer à manger, de se faire à manger et connecter, développer cette passion-là chez ces jeunes-là. Pas nécessairement pour qu'ils deviennent à leur tour cuisiniers, mais ils devront l'être pour leur famille et pour eux-mêmes pour se nourrir. Et donc, c'est vraiment les deux axes, les deux volets. Et pour moi, le deuxième vient en prévention. Il vient prévenir ce qu'on adresse dans le premier volet, qui est qu'il y a des gens qui ont besoin de nourriture aujourd'hui à Montréal et partout dans plusieurs pays, puis dans plusieurs endroits à travers le monde. Bien, parlant d'implication de chef, tu en as un qui est impliqué depuis quand même assez longtemps avec ta cause, qui est Danny ici. Danny, la première question là, que je veux te poser, c'est, toi, tu participes à plusieurs initiatives. Okay? Je veux savoir pourquoi ça t'a interpellé, ça? Pourquoi tu as décidé de t'embarquer comme ambassadeur? Mais tu sais, il y a une perte de connaissances. Avant, on avait beaucoup d'enfants. On avait la chance d'avoir une maman à la maison, un papa qui travaille, une vie qui va moins vite. De la transmission de connaissances aussi en cuisine, où justement, tu avais des recettes de famille qui se passaient. Puis à un moment donné, il y a eu une scission. De toute façon, on s'est rendu compte que les gens savaient de moins en moins cuisiner, déléguer leur alimentation. Puis il y a eu un vide.
plus les gens sont défavorisés, souvent moins ils ont la chance de savoir cuisiner, de savoir d'où viennent les aliments, puis comme professionnel, puisque, je veux pas, le métier de cuisinier, on a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup d'attention, un rayonnement, mais je trouve qu'il y a une responsabilité face à ça. Puis moi, je cherchais un endroit pour m'impliquer dans une connaissance que je possédais, parce que moi, je suis cuisinier, je sais cuisiner, puis la vie nous apprend des trucs, mais c'est quand même ça ma force. Là. Donc, la tablée des chefs s'inscrivait parfaitement dans ce que je pouvais offrir comme temps, comme compétences. Après ça, avec la venue de mon restaurant, Auguste, que j'avais à l'époque à Sherbrooke, on s'est mis à se servir de l'endroit comme laboratoire pour être justement capable de prendre le bassin de clientèle qu'on avait, une clientèle qui était prête à vivre des aventures gastronomiques avec nous, d'avoir du plaisir avec nous, puis d'influencer un peu leur comportement en faisant des événements où justement les profits de ces journées-là, ou exemple une cabane à sucre, ou un casse-croûte, ou des trucs comme ça, où on pouvait faire à peu près 600 couverts, de verser la totalité des gains de cette affaire-là à la tablée. Ça a fait des expériences extrêmement intéressantes pour nous, pour notre milieu, parce que je veux pas qu'on était à Sherbrooke. Il y a une diversion aussi, hein? Marché de la gomme, marché, c'est rien. D'accord. Oui, c'est ça. Hein? Mon whip officiel est ici. Là. Donc, de faire ces activités-là, ça a sensibilisé nos brigades. Puis justement, de vouloir faire du bien, de prendre des initiatives. Ça donnait le temps aussi à d'autres restaurateurs de faire comme hey, ça se peut, on peut le faire. Ça ressemble à ça. Merci beaucoup, David. Je vais me tourner vers toi, Arnaud, parce que j'ai une statistique vraiment intéressante ici. On a recensé que l'année dernière, près de 23,5% des organismes, ils n'ont pas réussi à subvenir aux besoins alimentaires des bénéficiaires. C'est fou, là, ça, c'est quand même beaucoup, là. Donc, c'est clair qu'il faut comme s'adresser à la relève, donc à la base. Puis toi, la relève, c'est ce que tu as. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Exactement. Donc, pour toi, j'imagine que c'est important le transfert de connaissances, de les impliquer déjà quand tu les as, avant même qu'ils soient dans le métier, si tu veux. Exactement, le transfert, c'est très très important. Et puis aussi, c'est que maintenant, surtout à l'heure actuelle, c'est d'éviter justement le gaspillage aussi qu'il y a, de ne pas tout balancer à la poubelle en fin de service, hein, et de sensibiliser vraiment les jeunes au respect du produit aussi, je pense. Et puis aussi leur montrer qu'il existe des organismes comme la Tablée des chefs qui sont là pour recueillir justement cette nourriture. Et ça fait partie aussi, moi, en tant que chef enseignant au Collège La Sainte, de pouvoir les éduquer envers ce sens, en fait, au niveau de la récupération des produits. Est-ce que tu sens qu'ils sont sensibles à ça? Il y en a qui sont sensibles. Et par ailleurs, nous participons à la Tablée des chefs, enfin la semaine des écoles hôtelières, où nous avons produit l'année dernière 10 000 portions. Alors je sais qu'il y avait 14 écoles hôtelières, je pense, l'année dernière. Je ne me rappelle pas au niveau de la quantité que toutes les écoles avaient produit. 100 000. D'accord. Wow. Nous, c'est déjà 10 000. Alors, c'est sûr que les jeunes sont sensibilisés par rapport à ça. Ils sont très, très motivés, surtout quand ils savent où ces produits vont et comment sont distribués ces produits. Parce que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas ce programme-là ou cette initiative-là. C'est quoi, c'est la Tu sais, tantôt, je parlais du volet de nourrir. Dans le volet de nourrir, tu as l'aspect de récupérer les surplus alimentaires. Ouais. La nourriture qui a été préparée, qui n'a pas été servie ou qui a été servie mais qui n'a pas été touchée par le client. Okay? Donc, c'est sorti, la dame a planifié pour 100, ils sont arrivés 80, finalement, ils ont écourté le lunch, les gens ne se sont pas servis, il reste plein de bouffe. Ça, c'est le volet de récupération alimentaire. Le volet, pour ajouter à ça, pour augmenter le nombre, on parlait, tu disais 23%, un peu plus de 23%, comment le secteur HRI, hôtel, restaurant, institution, notre secteur, peut jouer un rôle pour venir combler ce 23%-là et amener plus de nourriture aux organismes qui en ont besoin. Et comme le volet de récupération alimentaire ne va pas au rythme où on le souhaite, c'est-à-dire qu'il y a des établissements qui prennent le projet en charge puis qui adhèrent au modèle de plus en plus. Okay, on en a plus de 52 maintenant établissements membres qui récupèrent à toutes les semaines de la nourriture. Comme ça n'allait pas assez vite, je parle au milieu des années 2000, là, quand j'ai décidé de prendre à temps plein la charge de la tablée, on s'est dit, OK, comme les chefs dans les établissements hôteliers sont un peu frileux, soit pour X raisons à s'impliquer dans le modèle, puis chacun a ses raisons, des fois c'était la direction générale, des fois c'est le chef a envie de le faire, mais il ne trouve pas l'appui à l'interne au niveau de l'administration pour vraiment le mettre en place et l'exécuter. Mais entre ça, il y a des gens qui ont faim.
Donc, on s'est dit, si on a de la difficulté à sensibiliser certains chefs au début des années 2000 ou au milieu des années 2000, je vous retourne 10 ans en arrière, comment on peut sensibiliser la relève et dire, ces jeunes cuisiniers-là vont se retrouver dans des établissements hôteliers, puis ils vont dire, hey chef, connaissez-vous la tablée des chefs? Connaissez-vous l'initiative de récupération alimentaire? On devrait faire ça parce que soit dans un ancien hôtel on le faisait, ou soit à mon école hôtelière on le faisait. Et donc, je me suis dit, si on trouve une activité à saveur sociale qui allait impliquer la relève en cuisine, en l'occurrence la semaine des écoles hôtelières, qui a démarré il y a plus de 13 ans maintenant, où on prépare aujourd'hui 100 000 repas. Donc, cette activité-là, c'est une mobilisation en mars chaque année, depuis les 14 dernières années, où on implique plus de 800 étudiants dans 14 centres de formation professionnelle. On peut apprendre des notions de production, on peut créer des grandes quantités de nourriture, donc apprendre, mais en même temps s'impliquer socialement et être éveillé à... Il y a une organisation qui est liée à notre milieu, qui parle le même langage que nous et qui me mobilise à dire, je fais aussi une différence dans ma vie. Donc, j'apprends, je suis à l'école, mais en même temps, ce que je fais, ça a un impact social, ça crée quelque chose. Et donc, ça, c'est extrêmement porteur, tant pour les enseignants que pour les étudiants qui participent à cette activité-là. Puis cette activité-là, on a beau vouloir l'arrêter, elle n'est pas arrêtable. À chaque année, elle revient. On n'a même pas besoin, on a besoin de l'organiser, de la coordonner, l'équipe n'aimerait pas ça que je dise ça, mais disons que si on regarde, elle est en demande sur une activité où les étudiants, ils savent, et les écoles le savent que ça s'en vient. Et donc, c'est 100 000 repas maintenant. Donc, si on retourne en arrière, faites x10, c'est 1 million de repas qui a été fait par les étudiants dans les écoles, dans les centres de formation professionnelle. Donc, si on retourne en arrière aussi, il y en a beaucoup de jeunes cuisiniers qui sont maintenant dans des brigades, dans des hôtels, dans des restaurants. C'est comme ça que j'ai connu la table des chefs. J'avais lu un article justement sur les portions à l'IHU qui avait été multipliées. Puis c'est comme ça que je me suis impliquée la première fois pour la table des chefs. Puis c'est la première fois que je t'ai rencontrée aussi. Je t'avais salué, puis je t'avais dit, j'ai fait la semaine des écoles hôtelières, puis j'étais tellement fière. Ça, la récupération, c'est un des premiers projets que tu as parti au sein de la table, si je ne me trompe pas? Moi, je pensais jamais un jour travailler pour la table des chefs. Dire que c'est mon emploi à tous les jours et d'avoir une équipe de 16 personnes à la permanence maintenant. T'sais. Et je l'ai dit tantôt, quand j'ai pris la décision en 2005, j'étais directeur vente marketing pour Marriott, puis je faisais des ouvertures d'hôtels pour eux dans l'ouest de l'île. Et qu'à un moment donné, je m'étais mis devant le fait accompli de dire ça prend quelqu'un à tous les jours parce que quand tu travailles 70 heures semaine à ouvrir des hôtels, tu as moins le temps d'aller rencontrer des chefs et aller les convaincre de récupérer leur surplus alimentaire. Et quand toi, tu n'es pas disponible, eux sont pas, tu sais, l'horaire ne marche pas. T'sais. Donc, ça prend quelqu'un qui va avoir le temps, qui va prendre le temps. Et quand est venu le temps de choisir une coordonnatrice pour prendre la permanence, je suis devenue la coordonnatrice. Et c'est moi qui ai pris le poste. Et donc, c'est là que j'ai appelé Geneviève, puis j'ai dit, regarde, je pense que pendant quelques années, c'est ça au début que je me suis dit, pendant quelques années, je vais prendre la permanence, je vais partir le projet. Puis après ça, soit que je le donnerai à quelqu'un ou je formerai quelqu'un qui va pouvoir le prendre à ce moment-là. Puis jamais j'ai regardé en arrière. Puis aujourd'hui, j'ai une équipe formidable de 16 personnes qui m'aident à développer. Puis oui, ça a parti avec la récupération alimentaire parce qu'au début, c'était vraiment ça l'idée. Et quand j'ai siégé au conseil d'administration de Moisson Montréal pendant 2 ans, et dans ces 2 années-là, la directrice de santé publique de Montréal était sur le CA avec nous. Puis elle avait sorti des études qui étaient frappantes au niveau de la perte de connaissances et de compétences culinaires. Donc, la perte de ne pas être capable de se faire à manger ou de montrer. Et là, après, tu te dis, OK, si les parents actuellement ont de la difficulté à y arriver, au niveau de la gestion des budgets, au niveau de l'organisation des repas familiaux, imaginez-vous pas que les adolescents qui vont devenir, eux, la prochaine génération de jeunes adultes, vont plus savoir, parce que les parents ne sont pas capables de leur montrer. Donc, moi, ça m'avait frappé tout de suite. Puis c'est arrivé l'année, cette prise de conscience-là, je l'ai pris, j'ai dit, hey, je les implique déjà à récupérer leur surplus, ou du moins, j'ai cette vision-là. Maintenant, allons vers l'autre volet qui est, amenons les chefs sur le terrain pour transmettre les connaissances, puis aider ces jeunes-là à se débrouiller une fois qu'ils vont être jeunes adultes et en charge de leur repas.
justement, on a un bel exemple ici parce que vous avez récupéré au Cristal 423 portions depuis septembre de nourriture. À 423. Oui, moi j'ai des bonnes statistiques. Expliquez-nous un peu comment ça s'est fait au Cristal. Parce que j'imagine que ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Là. Ben moi j'étais déjà mobilisé parce qu'à l'Intercontinental, en 2000 justement, on cherchait, des fois on avait des volumes de banquets importants. Et pour des raisons ou d'autres, il nous restait de la nourriture. Puis cuisiner, quand on travaille longtemps à produire et puis qu'on jette, là, on se dit mais c'est pas possible. Et ce vecteur-là, cette possibilité-là, c'est une chance. Et pour tous ceux qui cuisinent aujourd'hui, puis je rebondis sur ce qui a été dit, même les cuisiniers, il y a des cuisiniers qui sont surpris qu'on puisse redonner de la valeur à ces produits qui ont été faits sans les jeter, dire ah tiens, on va pouvoir les donner. Donc ça, c'est formidable parce que même en interne, dans l'industrie, il y a des cuisiniers qui ne savent pas qu'on peut donner une deuxième vie et puis de donner une autre valeur à ce qui est fait. Oui. Mais la façon dont on procède, nous, on a choisi à l'Hôtel de Cristal le refuge des jeunes de Montréal. On trouve ça intéressant parce qu'on a aussi une mission. On a un intérêt économique, mais on a aussi une raison sociale de vivre à l'intérieur de notre milieu, puis d'apporter ça aux jeunes de Montréal. C'est pas une grande maison, mais on leur donne à manger et on collecte. Alors, on essaye, en tant que chef, on essaye aussi de bien gérer, de ne pas faire du surplus. Absolument. Il faut aussi être honnête par rapport à notre fonctionnement, mais on conserve de la nourriture et puis ensuite on est en mesure de le donner à tous les 15 jours. C'est ce qu'on fait. J'imagine que des fois vous devez faire face à des résistances. Parce que ce n'est pas tous les établissements qui sont ouverts à l'idée, j'imagine. Mais oui. Tantôt, c'est drôle qu'est-ce que tu dis parce que tu dis c'est pas tout le monde qui a conscience que cette nourriture-là peut avoir une deuxième vie. Et l'idée c'est que vous la cuisinez dans une optique d'un établissement 5 étoiles, 4 étoiles. Puis vous avez vos politiques, vous avez les procédures, tout ça, c'est suivi. Je me rappellerai toujours la première fois que je suis rentré au Delta Centre-Ville, puis que le chef était comme « Oui, mais c'est comme ça. » Puis là, tu arrives, tu dis « Oui, mais chef, venez voir qu'est-ce que les gens dans les organismes, présentement, ou les gens qui ne mangent pas, mangent, et vous allez voir que peu importe ce que vous allez donner, c'est déjà une qualité supérieure à ce que ces gens-là ont accès présentement. » Et ça, c'est merveilleux, que ce soit au Centre Bell, quand tu vas après les matchs dans les frigos, puis que tu ouvres n'importe quelle échelle, tu enlèves les zips, tu ouvres les contenants, tu vois de la courge butternut rôtie, du pulled pork, des côtelettes d'agneau rosées, n'importe qui mangerait ça, cette nourriture-là. Et donc, c'est ça qui est formidable, c'est qu'à la fin de la journée, tu ne peux pas la servir à tes clients dans ton contexte d'établissement. Mais ça ne veut pas dire que cette nourriture-là n'est pas bonne à consommer. Si à la maison, tu reçois puis que tu remets ça dans des plats Ziploc ou Lock, puis que tu t'en resserres 3-4 jours après dans des lunchs ou des trucs, pourquoi que des chefs, en ayant la vision de dire c'est des surplus des chefs, c'est comme le doggy bag, la table des chefs, c'est comme le doggy bag des chefs, tu sais. Genre de luxe. C'est une belle analogie. Non, mais c'est ça, pareil, tu sais. Fait qu'à quelque part, pour moi, c'est comme, tu sais, moi, je suis quelqu'un de gourmand, je suis quelqu'un qui aime manger, donc, tu sais, pour moi, que cette nourriture-là, puis l'autre chose, c'est, tu sais, les cuisiniers, là, pour avoir vécu avec les cuisiniers, ça voir dans les cuisiniers travailler, rentrer le matin, puis bûcher, travailler des longues heures, tu sais, voir cette bouffe-là, puis là, tu arrives à la fin de la journée, puis là, tu vois juste la grosse poubelle, tu vois le serveur banquet qui arrive, là, puis là, t'es comme, oh my God, tu fermes tes yeux, c'est sûr et certain que tu fermes tes yeux. Puis combien de fois j'ai vu les cuisiniers dans la cuisine, puis qu'est-ce que tu fais? Tu perds aussi le sens de ce que tu viens de faire. C'est comme un architecte que tu viens de détruire sa maison une fois qu'elle est bâtie. Je veux dire, ça marche pas. Là, fait qu'à quelque part, il y a le compostage qui valorise. Mais avant le compostage, on peut-tu se dire que cette nourriture-là peut être servie à des gens? Puis c'est pas juste le cuisinier qui l'a travaillé, c'est l'agriculteur, c'est le producteur, c'est le temps mis à cultiver les aliments qui a été travaillé par le cuisinier. Donc, la perte, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut retrouver en termes de temps et en termes de produits. Puis le dernier point que je dirais, c'est pas juste une affaire de cuisine, c'est une affaire d'équipe. Puis ça doit contaminer l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire que le serveur banquet, présentement, qui passe à côté de la pause café, okay, l'équipier banquet, puis
puis qui ne va pas demander à sa cliente s'ils vont retoucher à la pause ou ils vont retoucher au lunch parce qu'il a peur que la cliente soit insultée, ben on ne vit plus dans ce monde-là aujourd'hui. Les organisateurs d'événements veulent des événements zéro déchet, ils veulent des événements où l'implication sociale est au cœur de ce que vivent les gens. Donc il n'y a plus de raison qu'un équipier banquet ne soit pas à l'aise d'aller vers une cliente qui a même payé 60 $ son repas, on s'en fout. Est-ce que vous avez terminé? Parce qu'on va couper la chaîne de froid si on laisse ça encore une demi-heure là, sur le comptoir et on peut amener cette nourriture-là en cuisine, puis la mettre dans les contenants qu'on fournit et après que ce soit envoyé à l'organisme. Donc pour moi, cette partie-là, elle est cruciale. Et tout le travail qu'on a fait avec l'inspection des aliments pour sécuriser le processus, arriver avec un cahier de charge, pas faire ça n'importe comment. Ça, c'est crucial. Ça vient protéger toute la légitimité puis toute la responsabilité liée au geste social. Vous, les chefs, est-ce que vous voyez auprès de vos brigades une conscientisation? Est-ce que vos jeunes que vous recevez, là, quand vous les formez, est-ce qu'ils sont déjà conscientisés à ça? C'est comme qu'il y a des pertes, peut-être je pense qu'ils font plus attention. Dans les formations actuellement, ils sont plus conscients. Ça, effectivement, je pense que moi, j'ai certaines années en cuisine, on va dire, cette expérience. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais en cuisine. Et je vois une amélioration, effectivement, sur la manière de travailler, sur essayer d'économiser des choses et puis de recycler ou de transformer. Plus de techniques, ça veut dire déjà plus de manières de transformer le produit. Souvent, avant, on épluchait une carotte, on jetait un peu tout ce qui ne nous plaisait pas, alors que maintenant tout est plus ou moins transformé. Donc je pense qu'il y a une amélioration, mais comme dit Jean-François, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur les mentalités. Je pense en général, on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous le même parcours. Et puis après, c'est vrai que si le maximum de personnes qu'on va réussir à rendre l'idée de la table, je pense que ce sera la réussite. Donc, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, puis ça cadre parfaitement avec le volet éduquer. Si on n'éduque pas notre relève, on passe à côté de l'opportunité de mettre en place des initiatives comme ça. D'où les brigades. C'est une de tes idées, ça, les brigades. Tu as mis ça sur pied pour partir vraiment à la base. Parce que là, vous recevez des professionnels qui sortent de l'école, mais vous agissez avec des enfants. Donc, des ados, mais c'est la relève de la relève. Ouais. C'est avant même l'école. Fait que ça, c'est une incidence majeure sur ces initiatives-là, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ben, tu sais, c'est sûr que je pense qu'à ce niveau-là, la cuisine, pour moi, c'est un instrument social. C'est un prétexte, hein? C'est utiliser la cuisine qui nous passionne tous comme prétexte pour donner un sens à la vie d'un jeune, lui donner la chance d'exprimer son talent, d'être valorisé, parce qu'on va tous manger, on mange tous 3 fois par jour, du moins on le souhaite, et on va tous cuisiner pour notre famille, on va tous devoir nourrir notre famille, et il y en a qui vont nourrir d'autres familles, qui vont devenir cuisiniers, puis qui vont devenir professionnels. Donc, à la base, si on peut inspirer, parce qu'il y a quand même une pénurie de bons cuisiniers, si on est capable à travers tout ça d'en prendre 5-10% à travers les jeunes qu'on forme dans les écoles secondaires, parce qu'on n'est pas dans un contexte de formation professionnelle, on est dans du parascolaire. On est dans du parascolaire au même titre que le basket, le volleyball ou le théâtre. Hein? Mais il n'y avait pas cette place-là dans les écoles pour la bouffe et pour l'alimentation. Puis on a retiré les cours d'économie familiale, on a retiré la malbouffe, mais on n'a encore pas dit aux adolescents pourquoi que tu m'enlèves mes frites puis mon hamburger, pourquoi tu m'enlèves ma pizza. Mes parents vont continuer de les manger dans le food court au bureau. Personne ne va venir leur dire à eux d'arrêter de manger smoke meat le midi ou le trio de poulet. Tu verrais-tu ça, un président de compagnie arriver et dire vous avez plus le droit d'aller au food court en bas chez McDo et tout ça. Fait qu'à quelque part, il n'y a personne qui a dit. Donc, mais les adolescents, on l'a enlevé des écoles. On a réagi sur un sondage. 98% des Québécois sont pour le retrait de la malbouffe des écoles. Mais on n'a rien fait pour venir dire aux jeunes, mais regarde. Fait que nous, on s'est dit, voilà, il y a une place à prendre, puis on va le faire en parascolaire. Puis on a commencé avec le camp, l'été, le camp de vacances, où là, on amenait des jeunes à vivre une expérience vraiment intense, tripante l'été, dans un contexte de vacances, où on faisait un peu de cuisine,
on se trouvait un prétexte, puis on leur faisait faire une partie de leur repas, de la mise en place, des ateliers de nutrition, tout ça. Après ça, on s'est dit, hey, sais-tu quoi? Ils aiment ça, puis pourquoi pas rentrer dans le cadre scolaire? Et c'est là que sont nés les premiers ateliers de cuisine qu'on a donnés il y a plus de 7 ans qu'on fait ça. Maintenant, ça fait plus de 7 ans qu'on fait ça. Ça a commencé avec les ateliers du Frère Toc, on appelait ça les ateliers du Frère Toc. Et c'est né dans quelques écoles secondaires des plus défavorisées de Montréal. C'est Henri, Chemin de Maisonneuve. Et après, est né les brigades pour aller encore plus loin. Puis c'est là que je pense qu'on est rendu aujourd'hui à amener ce symbole-là de la brigade. La brigade, là, on le vit entre nous, la brigade des chefs, la mobilisation des cuisiniers. Mais la brigade, en soi, c'est le symbole d'une équipe. Un chef, Olivier, vous êtes rien sans votre brigade. Un soir, votre brigade ne se présente pas. C'est comme quand l'équipe ne se présente pas devant Price. Non, mais tu sais, c'est ça pareil. On peut faire le lien. Non, mais on peut faire le lien avec n'importe quelle équipe. Hein. C'est une brigade étendue aussi, parce que ça ne s'arrête pas juste aux cuisines, c'est aussi le service, c'est aussi le plongeur, l'esprit de brigade, il est complet. Si le plongeur ne veut pas travailler, ben on a de la misère à sortir les assiettes, ça c'est certain. Puis moi, la cuisine pour moi c'est fédérateur, et puis c'est aussi un passeport. Ça permet, peu importe tes origines sociales, tes origines ethniques, ça rassemble. On se rassemble autour de la cuisine, on échange, on apprend. Et on apprend les uns des autres, de chef entre chef, de cuisinier entre cuisinier. Donc il y a un effet, je dirais, dynamique. C'est pour ça que si les jeunes sont fiers de réaliser quelque chose. Quand on était plus jeune, on avait des cours de cuisine à l'école, au même titre que des cours de français, de géographie. On apprenait à faire un 4 quarts, c'est basique, c'est vraiment la base. Mais tu fais quelque chose avec tes mains, puis tu peux le manger, puis c'est bon. Je ne l'ai pas vécu, moi. Ils ont pas payé avant que je pense. Mais Dorian, tout à l'heure, avant qu'on entre en nombre, tu m'expliquais que dans tes brigades, tu as souvent un bon point, Jean-François, tu avais des élèves particuliers et ça faisait partie de leur cheminement, ça, la brigade. Oui, j'ai 2 groupes dans la même école. Il y en a un groupe qui est en parascolaire, donc les jeunes s'inscrivent, puis un autre groupe que c'est, je dirais, obligatoire, c'est leur prof qui est là avec eux. Puis eux vivent, c'est un cheminement particulier, des déficits d'attention, peut-être des différents troubles d'apprentissage, etc. Fait que pour eux, c'est encore plus de l'apprentissage, ils apprennent tout. Là. Il y en a certains qui ne savent pas lire comme il faut, donc les recettes, il faut les décortiquer, il faut être là à côté d'eux là, pour les motiver et tout. Puis franchement, c'est vraiment... Donc j'imagine que c'est valorisant pour eux. Là. Extrêmement. Parce que les brigades culinaires sont faites en sorte qu'il y a des points, c'est une compétition, puis tout le temps des critères différents. Donc, chaque équipe gagne un critère à un moment ou un autre. Donc, c'est extraordinaire pour eux. Eux, ils réussissent. Bon, aujourd'hui, c'est l'organisation, puis c'est leur équipe qui a été mieux organisée, ils sont fiers. Fait que c'est comme une compétition, c'est ça? Aussi, ouais. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept, là, ces brigades-là, ils s'affrontent, c'est ça? Oui. Ouais. Ben, tu voulais expliquer un petit peu le concept? Oui, je peux l'expliquer. En fait, il récolte des points, il y a différents défis. Il y a des défis majeurs dans l'année. Justement, on vient de vivre la corvée, là, et on a distribué des soupes à donner à un organisme. Juste ça, le partage, moi, je pense que c'est ma ligne conductrice dans toutes ces années-là. C'est de les amener à partager. Souvent, c'est des milieux défavorisés parce qu'ils vont se battre pour la dernière crème. Il va y avoir vraiment une notion, là, j'en ai manqué, fait que j'en veux. Fait que, c'est de partager, là, c'est vraiment juste comme de donner à un organisme quartier, ils ne savent même pas c'est quoi l'organisme souvent, fait qu'on on les amène à chercher l'organisme, puis c'est ça, on a multiplié 250 ça par école, puis on a aussi fait un menu de Noël, c'est nouveau le menu de Noël à partager avec leurs proches, ou des fois ils vont juste inviter le prof de maths qui aime bien, ou le prof de français, ou je sais pas, de pouvoir comme en donner à quelqu'un d'autre, en préparer pour les autres, parce que c'est un peu ça. Les générations futures, ça va être un jour ils vont cuisiner pour leurs enfants, puis c'est vraiment ça, puis de juste savoir se faire une pizza, là, que de ne pas lâcher congelé, moi c'est vraiment là-dessus que ça a toujours été ça ma motivation. Là. Ce qui est intéressant, c'est que souvent ces jeunes qui ont été habitués à recevoir, ben là ils peuvent donner. Donc la satisfaction elle est là aussi. Ouais. Absolument. C'est vrai que ça s'est comme perdu, hein? On a des livres de cuisine, des émissions, et on cuisine presque pas. Mais on consomme, mais on ne cuisine pas, et l'action débute en bas âge. Quand si vous avez des enfants à la maison, quand ils cuisinent avec nous, là, c'est une activité le fun à faire en famille,
puis ils apprennent quelque chose, tu sais. C'est un savoir qui est important, tu sais, de nourrir, c'est quand même essentiel, on s'entend, là. Puis quand tu commences jeune, tu sais, je le vis avec mes filles, j'ai 3 filles maintenant, puis j'essaie de les impliquer, les 3 à différents niveaux, là. Celle de 2 ans, elle peut plus mettre le trouble, disons, dans la mise en place, mais disons que c'est quand même drôle. Il faut que tu acceptes ça. Ouais. Ça, je dis toujours, il faut que tu acceptes que le sac de farine, il peut se ramasser à terre puis que tu passes 1 heure à nettoyer de plus, mais à la fin de la journée, c'est valorisant. Puis quand on prend le parallèle dans les écoles, on est rendu dans 60 écoles secondaires dans 15 régions du Québec. Puis l'objectif de la tablée, c'est de se rendre à 200 écoles d'ici les 5 prochaines années. Ça veut dire qu'actuellement, on a une 60aine de cuisiniers qui sont impliqués à donner des ateliers dans les écoles, donc qui prennent en charge des brigades, comme vous le faites. Mais tantôt, là, on a besoin de presque 140 nouveaux cuisiniers à travers le Québec qui vont devoir se mobiliser à travers la mobilisation sociale, à travers la brigade des chefs, à travers le portail et à travers ce qu'on a créé. Et il faut que ces cuisiniers-là, qui ont envie de vivre le trip que Doria et Mélissa vivent, puis que la 60aine de cuisiniers vivent, puis il y a bien des cuisiniers qui hésitaient, ils disaient « Ah, je suis peut-être pas capable de faire ça », mais qui se sont prêtés au jeu, puis qu'aujourd'hui, ils en ont besoin. Et à chaque année, ils reviennent. J'en veux une nouvelle, je veux une 2e brigade, j'en veux une 3e, puis c'est des cuisiniers qui travaillent à temps plein, là. Mais ils veulent quand même venir un après-midi, ils bloquent leur après-midi. Puis et là, quand tu regardes l'autre clientèle des centres jeunesse, mais cette clientèle-là en centre jeunesse, dis-toi une chose, ces jeunes-là, de PQJ, prends une qualification des jeunes, c'est les jeunes qui sont les plus à risque de moins bien intégrer. C'est les jeunes qui se retrouvent au refuge, qui se retrouvent un peu partout et qui ont quitté leur milieu familial, se sont retrouvés en centre de réadaptation et aujourd'hui n'ont jamais été valorisés, n'ont jamais mis les pieds dans une épicerie. À 16, 17 ans, on les amène pour la première fois dans une épicerie. Là. Nos cuisiniers les amènent pour la première fois dans une épicerie, imagine-toi. Et à 18 ans, ils vont quitter le réseau des centres jeunesse. Il y a une angoisse terrible qui habite ces jeunes-là, qui vont se ramasser à manger des bols de céréales puis se faire des toasts au beurre de pinot. Là. Je te le dis, c'est clair. Et ce programme-là en centre jeunesse vient valoriser le jeune instantanément. Je disais, le prétexte, c'est la cuisine. On a tous des recettes infaillibles que, même si tu veux essayer tu sais que la création, la limite à la création est infinie, donc tu ne peux pas rater la recette. Elle peut goûter moins bon qu'originalement ce qu'on voulait qu'elle goûte, mais tu ne peux pas te tromper. Donc ces recettes-là qu'on fait avec ces jeunes-là au tout début pour leur montrer, une salade de fruits par exemple, ou un potage taillé, il va le réussir, il va le faire, il va y goûter, c'est lui qui l'a fait. Pour la première fois dans sa vie, ce jeune-là va se sentir bien et il va se sentir valorisé par quelque chose qu'il a réalisé. Et ça ne réglera pas ses problèmes de consommation, ça ne réglera peut-être pas tous ses problèmes dans sa vie, mais ça va y avoir montré qu'il a de faire quelque chose, puis qu'il se donne lui-même la tarte, puis qu'il se dise « Hey, j'ai réussi », tu sais. En plus, la découverte de ça, pour ça, aliments. absolument. Oui. Fait que ça, c'est la beauté de ce qu'on fait, absolument. Puis, est-ce que vous voyez, vous les filles, vous êtes sur le terrain, est-ce que vous voyez vraiment la différence? Mettons, on prend une cohorte en début d'année, puis à la fin de l'année, est-ce que vous voyez une évolution quand même majeure? Le après-Noël est vraiment différent. Ils se sont ennuyés, mais ils ont cuisiné des choses, puis maintenant que les célibataires nous amènent des photos de ce qu'ils ont cuisiné, il y a vraiment une évolution. Puis, j'ai tellement de trucs à dire, mais autant en camp de jour que dans je fais les camps de jour du marché Jean Talon depuis des années, puis je vois, je les recroise autant ailleurs que je recroise des fois là, j'ai des frères et sœurs, puis ils me nomment tout ce qu'ils cuisinent qu'on a fait ensemble, puis je pense que c'est mon salaire. Au-delà de peu importe le. Ouais, vraiment. C'est plus longtemps. Ton salaire, c'est une valorisation. mais c'est pas tant la valorisation, c'est la valorisation pour eux de les voir, puis maintenant, ça fait rien, mais des fois ils ont 18 ans, puis ils sont rendus en appart, puis il y a vraiment, ils cuisinent nos recettes pour vrai, là. Ils les refont pour vrai. Je reviens à ce que tu disais tout à l'heure parce que ça m'a marqué. Là. Nous, quand on était jeunes, je pense qu'on a appris à cuisiner parce que on avait moins la télé, moins de trucs, on était plus débrouillard. Puis moi, je suis de la génération avec la clé dans le cou, fait que arrange-toi, tu sais. Mais de plus en plus, ça s'est perdu, ça. Puis maintenant, la première fois que j'ai entendu parler de ça au marché Jean Talon, puis j'ai une nièce qui a pris un cours, OK? Puis j'ai dit, après un cours pour aller faire des tartes ou je sais pas quoi. Je comprenais pas.
parce que je viens pas de cette génération-là, mais tu as raison, quand elle est revenue, là, tu sais, comme elle avait fait à manger, puis je dis, mon Dieu, j'en reviens pas que ce cours-là a fait ça. C'est pas un enfant à trouble, c'est un enfant qui a appris quelque chose, puis que là, elle a des outils à la maison. C'est quand même majeur. Fait que j'imagine quand, tu sais, dans une année, ça doit être exponentiel, ça. On leur donne des paniers surprises à la fin. C'est un peu ça, tu m'as demandé tantôt, c'est comment ça fonctionne durant l'année. Oui. Fait que 3 défis, puis le défi final, c'est de leur donner un panier surprise. Puis là, ils créent quelque chose avec ce qu'on leur donne. Puis c'est vraiment beau de les voir. Puis c'est aussi interagir ensemble. Hein. C'est justement une brigade, c'est une micro-société. Là, tu les vois. Ouais. Ceux qui performent, c'est ceux qui sont. Ils apprennent à communiquer, puis à être capables de partager les tâches. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Puis c'est vraiment. Oui, mais excuse-moi. C'est vraiment entre les. Il y a des secondaires 1 qui sont dans la même brigade qu'il y a des secondaires 5. Il faut qu'ils apprennent ça aussi. Là. Il y en a qui peuvent penser que c'est un peu plus du gardiennage, il y en a d'autres qui peuvent penser que ça. Ils sont pas capables de suivre, mais ils s'aident. C'est beau à voir, puisqu'il y a quand même une hiérarchie dans l'école. Puis ils finissent par se retrouver à ce cours-là. Puis le principe de hiérarchie est représentatif de ce que vous vivez quand vous êtes en arrière de la cuisine. Tu as le chef, le sous-chef, mais ça reste que c'est une équipe. Puis par-delà ça en fait aussi des consommateurs avertis, la connaissance du produit. Pas, on parle de consommer responsable, des producteurs transformateurs. Quand ils ont la chance de pouvoir, au marché Jean Talon, ils ont vraiment un marché pour eux tout seuls, donc c'est vraiment intéressant de découvrir des produits, parce qu'il y en a qui connaissent pas les produits, les bêta-cartes, etc. Ils savent pas ce que c'est. Là au moins tu peux voir, tu peux même discuter avec le producteur transformateur et puis l'essayer à la maison. Puis en grandissant, et puis ils cuisinent pour la blonde, puis ils sont contents. Ouais. Toi, j'ai mal au cou. Tu parles de ton expérience, peut-être Olivier, à finale. Quand tu vois le travail, on parlait de l'expérience, qu'est-ce que ça donne? 24 périodes. C'est 2 années de suite de faire la finale avec les jeunes, et c'est vrai qu'il y a tout c'est tout un esprit d'équipe. Enfin, le travail, nous en plus, on les héberge chez nous, on les voit un petit peu avant. Donc, vraiment? Dans l'expérience de on les héberge chez nous parce que quand les brigades viennent de loin, on peut les héberger chez nous. Puis après, donc je les suis la veille et puis je commence à les coacher un petit peu. Mais après, je les vois arriver en finale, comment ça s'organiser en équipe au marché là, et avec les produits et tout ça. Et c'est vrai qu'il y a moi, je trouve ça extraordinaire d'en arriver là avec aussi rapidement parce que en fait, le plus compliqué, moi je dirais une équipe de 25 personnes à peu près, et le plus compliqué c'est d'arriver à trouver l'esprit d'équipe le plus souvent possible, on va dire. Donc c'est ça, et là je trouve que rapidement les jeunes autour de la cuisine en fait se rallient et puis vont vers un but et puis arrivent à quelque chose avec le positif de chaque et construire un plat ou plusieurs plats comme cette place. Est-ce que tu es en mesure de dépister du talent? Oui. Tu es capable de dire, OK, lui là, s'il poursuit, il va être vraiment bon. Oui, sincèrement, oui. Un de mes points forts dans mon travail, c'est vraiment ce côté-là, justement, j'adore le recrutement. Je suis fait pour. J'aime beaucoup le côté humain en général dans la vie, et dans mon travail beaucoup, et je pense que le recrutement, c'est un peu ma passion, on va dire, et je vois chez les jeunes assez rapidement, je dirais pas en 5 minutes, mais on y a bien travaillé en 1 heure ou 2, je pense qu'on peut voir qui va pouvoir. Ah ouais, à ce moment-là. On voit le potentiel, oui, c'est évident. Assez que Jean-François Bellaire, le chef du Château Bonentente, à la finale, il y a 2 ans, il vient me voir, puis il me dit « Jeff, je veux juste te parler de quelque chose, je suis un peu mal à l'aise, il y a un jeune dans l'équipe de l'école Vanier, écoute, j'ai offert une job, il dit je vais le rentrer comme commis, puis il va commencer la semaine prochaine, il a accepté, j'ai dit c'est-tu correct? » J'ai dit c'est plus que correct, tu sais, parce que tantôt je disais 5 à 10 %, puis tu parles de recruter du talent. Ben, c'est pas tous les jeunes qui peuvent, tous les jeunes peuvent aspirer à ce qu'ils veulent dans leur vie, tout le monde peut aspirer à ce qu'ils veulent, peut réaliser, mais quelqu'un qui le réalise que c'est ça qu'il veut faire, on le voit. Et à ce moment-là, de pouvoir avoir la chance de passer du temps dans une finale où tu as le chef du Bonentente, le chef du Sofitel, tout ça, puis là, que les jeunes sont là, puis ils peuvent exprimer ça, ben, ça crée des opportunités. Et ça crée des opportunités à travers les jeunes des centres jeunesse, qui sont des jeunes peut-être plus aptes à l'emploi parce qu'ils
ils ont décroché, ils sont prêts à travailler, on leur donne une base, on leur amène une 50aine d'heures de cuisine derrière la cravate, puis on leur donne un certificat, puis après ils peuvent aller essayer de se faire engager ou de poursuivre. Ils ne peuvent pas rentrer en formation. C'est une valeur dans le CV, là. Ils ont de l'expérience par rapport à d'autres. Tout à fait. J'avoue que tu peux passer aussi par la porte d'en arrière. Tu n'es pas nécessairement obligé d'aller à l'école. Tu peux graver les échelons dans une cuisine puis passer de la plonge à apprendre à cuisiner. C'est pas nécessairement un passage obligé. Non, pas du tout, non. C'est ça. Hein? Mais c'est un métier c'est beaucoup de la pratique. Hein. Et puis on peut apprendre directement sur le terrain. C'est sûr. Nous, c'est sûr que les écoles, ils ont un plus, c'est d'apprendre toutes les bases de la cuisine. Et puis c'est une formation qui est quand même d'un an, qui est assez poussée, assez intense au niveau de la cuisine. Et ils peuvent apprendre, bien sûr, directement sur le terrain. Moi, j'ai des amis qui sont chefs et qui ont appris, Stéphane, qui a appris justement, juste en travaillant dans les restaurants. Au début, il a peut-être fait la plonge et puis il a évolué comme ça. Mais je pense que ce qu'il y a, c'est que c'est un métier qui est vraiment passionnant en fait. Alors, c'est sûr que c'est un métier, on dit souvent, qui n'est pas facile, au niveau des heures, au niveau de... on travaille durant les temps. C'est un stress, mais c'est un métier qui est tellement passionnant, et puis c'est un métier où on en apprend tout le temps en fait. Moi, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je suis dans la cuisine, c'est sûr que j'en apprends tout le temps, même en tant qu'enseignant maintenant, on apprend encore. Ben, des passionnés, ça t'en prend. Ça t'en prend surtout toi, vous. Parce que vous avez tellement d'initiatives, vous avez des campagnes, la campagne Je fais mon lunch, la grande tablée, des soutiens avec la soirée bénéfice. Tu as tellement d'activités. Comment tu réussis à aller chercher, tout à l'heure avant d'entrer en onde, tu as dit les chefs ils ont peur quand ils me voient arriver parce qu'ils savent qu'ils vont se faire accrocher. Comment tu réussis à convaincre tout ce monde-là, à mobiliser ces gens-là? Je pense que, tu sais, à quelque part, les chefs, moi j'ai grandi, mon père était avocat de la Société des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec pendant 25 ans. J'ai grandi avec la Société des chefs, j'étais gamin, puis je me promenais dans les salons avec les chefs, tout ça, je mangeais, j'allais pour manger parce que je savais qu'on allait bien manger. Mais veux pas, j'ai grandi dans ce milieu-là, collé à tout ce milieu-là. Et donc, déjà jeune, je me suis lié d'amitié avec plusieurs chefs. Et donc, moi, j'étais curieux, je me suis mis le nez dans la cuisine. Donc, moi, rentrer dans une cuisine, dans un restaurant, c'est probablement la première chose que je vais faire parce que j'ai un copain, j'arrive au restaurant, puis des fois, les serveurs, ils m'arrêtent « Monsieur, puis moi, je rentre dans la cuisine, tu sais, je sais par quelle porte rentrer. » à quelque part, cette thèse-là, je l'ai prise jeune et pour moi, la cuisine, j'ai été serveur, j'étais barman serveur, j'étais boss boy, j'ai vu l'autre côté, puis j'ai vu un peu des fois la guerre entre le service et la cuisine. Puis moi, j'ai jamais accepté ce constat-là. Donc, j'ai toujours été copain avec le chef, mis mes doigts dans la sauce pour goûter, puis amener toute cette synergie-là entre le service et la cuisine. Et pour moi, cette synergie-là, elle doit se retrouver autour de la cause. Donc, il y a un plaisir à s'impliquer socialement. Et ce plaisir-là, il se véhicule à travers les activités de la tablée. Et pour moi, un chef qui s'implique, il peut s'impliquer dans un volet, il peut s'impliquer dans une activité, comme tu dis, dans la grande tablée, souper bénéfice. C'est une façon assez simple pour un chef de s'impliquer. Et il peut s'impliquer à donner des ateliers culinaires, puis d'être rémunéré pour le faire, parce qu'on rémunère nos cuisiniers qui sont impliqués sur le terrain à donner des cours de cuisine aux jeunes. Des fois, c'est pas le salaire que vous allez faire dans une école de cuisine privée, mais quand même, c'est quand même intéressant. Mais je pense que la plupart des cuisiniers le font parce qu'ils sont passionnés puis ils ont envie de redonner. Et donc, pour moi, c'est de dire, tu sais, les cuisiniers, pour moi, j'ai voulu créer une organisation qui allait pouvoir être excusez l'anglicisme, un one-stop shop d'implication sociale pour le milieu de la cuisine. Dire, je veux redonner ma nourriture, je veux nourrir les gens, je vais redistribuer mes surplus alimentaires. Je veux transmettre mes connaissances, je veux partager ma passion, je vais transmettre mes connaissances en donnant des cours de cuisine aux jeunes. Les opportunités sont nombreuses pour le faire. Je veux aider cette organisation-là parce que j'y crois à ce qui est véhiculé. Je veux l'aider à se financer. Je veux que les organisations soient bien financées. Je vais m'impliquer dans un événement bénéfice qui va amasser des fonds. Donc, je vais venir faire le repas, je vais amener un service que je vais offrir et qui va permettre d'amasser des fonds. Donc, vraiment, pour les cuisiniers, les chefs, c'est vraiment une initiative
qui est pour eux. Et pour moi, je les mets devant. C'est la cause, c'est votre cause, c'est la cause des cuisiniers et des chefs. Prenez-la. Et moi, je suis juste là pour m'assurer que les opportunités sont là et que tout ça fonctionne. Là, fait que concrètement, là, comment tu as fait, mettons, pour convaincre le président de la Société des chefs? Parce que ça, tu vois que c'est des tentacules, c'est tentaculaire. Ça, là, je te dirais que moi, je suis très, très, très heureux qu'on ait pu, à travers les années, se retrouver ici maintenant puis d'avoir ici avec nous. Pour moi, je l'ai dit tantôt, j'ai grandi avec la Société des chefs cuisiniers et la tablée des chefs, c'est la cause de tous les cuisiniers et de tous les chefs. Donc pour moi, c'est inclusif et pour moi que la Société des chefs à travers Ewan soit là, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et pour moi, je l'ai dit tantôt, on va recruter 140 cuisiniers dans 17 régions du Québec. On a besoin d'un coup de main pour se réseauter, travailler ensemble, travailler dans les synergies, la reconnaissance des métiers. La Société des chefs est là pour d'autres enjeux du lobby au niveau du métier en soi. Nous, on est là pour l'implication sociale, donc c'est une synergie. C'est une synergie, on travaille ensemble, puis on s'est rencontrés, puis tout de suite, on savait, avant même qu'on se rencontre, qu'on voulait travailler ensemble, qu'on voulait créer ces synergies-là. Et comme tu l'as dit tantôt, il y a différents âges, il y a différentes générations qui ont passé à travers le temps. On est jeunes, je pense qu'on représente, on représente l'avenir. Oui. Non, mais tu sais, mais la tablée est aussi inclusive de toutes les générations passées. Moi, je me rappellerai toujours du jour où Marcel Kretz m'a dit « T'es complètement fou. Garde ton emploi chez Fairmont ou chez Marriott, puis va pas faire ça. » C'était la carrière. C'était la carrière pour un chef comme Marcel Kretz qui était un emblème pour moi, qui était un mentor, c'est de dire, sais-tu quoi? Il m'a chargé à bloc, lui, là. Il m'a dit non, tu sais. Il m'a dit non, on fait pas ça. J'ai fait complètement le contraire. Et regarde ce que ça a donné, tu sais. Qui a été le premier à me dire que j'étais fou. Marcel Kretz. Et aujourd'hui, regarde qu'est-ce que c'est la tablée des chefs, tu sais. C'est à Paris, c'est au Mexique. On est en train de solliciter Enrique Olvera, un des plus grands chefs au Mexique, comme chef ambassadeur. On a Thierry Marx qui s'implique en France. Tu sais, fait que ça nous touche tous, puis ça fait voyager. On vient tous de différents milieux, mais on est tous là pour la bouffe, la cuisine. C'est inclusif. Les religions ne sont même pas dans la cuisine, imaginez-vous. Et on ne veut pas non plus. C'est inclusif, la table, la cuisine. Et la tablée des chefs est inclusive à tous les chefs et les cuisiniers pour s'impliquer socialement. Jean-François, tu es passionné, ça paraît. Comme il ne reste pas beaucoup de temps. Puis tu sais quoi? La brigade des chefs est là grâce au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, qui a voulu nous aider à bâtir ce réseau-là. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont aussi à cœur, à travers l'implication dans nos différentes activités, de valoriser les produits, puis d'amener les chefs et les cuisiniers à travailler ensemble. Et ça, c'est pas toujours évident, OK? Au Québec, en particulier. On a nos chasses gardées, mais l'idée du MAPAC là-dedans, c'est de dire, socialement, il n'y en a pas de barrière. Alors, commençons là, puis unissons nos forces socialement d'abord, puis après ça ouvre tout un autre pan de collaboration. Okay. La prochaine fois, on fait ça sur 2 heures. Okay? Très important, il nous reste quelques minutes. Il faut absolument que tu nous parles du portail que vous venez de lancer, brigadedechefs.com, c'est ça? brigadedechefs.com, vous êtes tous, si je ne me trompe pas dessus, c'est gratuit. Ouais. Parle-nous un peu des fonctionnalités et de l'importance d'être présent là-dessus. Donc, c'est le premier guichet pour connaître les activités de la tablée. Okay. Sur le site de la tablée, vous allez avoir les informations, mais sur le portail de la brigade, quand vous devenez membre, vous avez accès à toutes les offres sociales. Donc, les offres sociales rémunérées et celles qui sont bénévoles. Donc, c'est vraiment la façon de recevoir. Puis maintenant, on l'a par SMS, par texto, parce qu'on sait, qu'on s'est aperçu à travers un petit sondage, que les cuisiniers fonctionnaient beaucoup par texto et non pas par courriel ou, tu sais, texto, le téléphone, il est là sur la poche, puis on le sort, il est là, tu sais. Oui, donc, maintenant, le portail sur SMS, donc les opportunités rentrent. On a envie de s'impliquer, on veut en connaître davantage, on les reçoit. C'est par région, donc si dans une région comme la Naudière, il y a quelque chose de spécifique à la Naudière, tous les cuisiniers de la Naudière vont recevoir l'opportunité, mais ceux de Montréal ne le recevront pas. À moins que personne dans la Naudière lève la main et qu'il y ait une région à côté, tu sais, à ce moment-là, on va faire une relance. Mais l'idée, c'est vraiment de créer un guichet unique
d'implication sociale des chefs, des cuisiniers et de la relève. Les jeunes qui sont étudiants aussi ont accès à ce portail-là. Et donc, c'est vraiment pour nous réseauter ensemble, puis créer cette communauté-là autour de nos actions ensemble et de pouvoir recruter les chefs dans l'une ou l'autre de nos activités sur le terrain. Donc, on rappelle à tout le monde, c'est brigadedechefs.com, c'est gratuit, allez vous inscrire, c'est vraiment super comme portail. Messieurs, mesdames, vous avez été vraiment super, on vous remercie beaucoup. La conférence va être disponible après ça, donc vous pouvez la réécouter pour plus de plaisir. Utilisez le hashtag la table des chefs. Merci beaucoup, Jean-François. Écoute, la prochaine fois, on va prendre note que ça prend 2 heures. Parce que, écoute, quand il part, il part. Messieurs, mesdames, merci beaucoup. Merci de votre implication, c'est vraiment super. Puis, on va se retrouver. Hein. C'est sûr. On va faire ça.